Bonsoir à toutes et à tous. Mettre en grand. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Club immobilier de l'ID. Je suis heureux de vous retrouver. J'espère que chacun d'entre vous a bien profité la semaine dernière du Salon Workplace édition 2024. Vous y avez fait de belles rencontres, de bons rendez-vous, assisté à des conférences intéressantes. Et donc, nous vous retrouvons depuis notre dernier rendez-vous qui était en décembre dernier, où nous avons effectivement débattu du thème des modes de travail. Est-ce que les modes de travail et les évolutions se sont stabilisés avec l'évolution du télétravail tel qu'on l'a connu depuis ces dernières années? Et donc ce soir, nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire sur le thème. On a choisi un thème des projets immobiliers sur effectivement l'intérêt ou pas de déménager, pourquoi, comment on oriente ça. Donc on va essayer pendant cet événement de vous donner quelques conseils, quelques astuces, chacun un peu avec des expériences un peu différentes, et puis et surtout répondre aussi. On essaiera autant que possible en direct de répondre à vos questions grâce aux questions que vous pourrez poser sur le chat. Donc pour ce faire, j'accueille sur le plateau les autres intervenants. Alors bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Attends, on va passer. Hop. Voilà, on t'entend, Laetitia. Alors bonjour à tous, je suis Laetitia, Workplace Experience Manager chez DriveEco et j'ai rejoint récemment le Club IMO. Karine. Bonjour, merci Bruno. Bonjour à tous, Karine Frémaux au sein de la direction immobilière d'Harmonie Mutuelle. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous ce soir. Gaël qui nous rejoint. Bon, on attend Gaël mettre sa caméra et son micro. Julien, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, enchanté d'être parmi vous. Je suis Julien Fouché, je suis directeur immobilier et environnement de travail pour Hubcop. Bon, et en attendant toujours que Gaël arrive à mettre son micro, donc effectivement, je vais me présenter aussi, moi, donc Bruno Devers. Je suis donc le directeur immobilier et services généraux au sein du groupe Aegis et pilote donc du club immobilier de l'ID. Gaël, à toi la parole. Te présente. Oui, bonjour. Je suis désolé, Gaël Montassier. Bonjour à toutes et tous. Startway Multibureau et membre de l'ID depuis juillet 2023. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'on est vraiment en direct live. Donc on s'adapte, c'est pas enregistré en studio, et on fait avec les éléments. Donc revenons maintenant sur le thème qui était effectivement, comme vous avez pu le voir sur l'invitation, donc déménager ou pas, pour aller où, pourquoi. Donc un peu les questions qu'on se pose et comment on y arrive. Donc pour démarrer, ce que je vous propose, c'est effectivement d'énumérer, c'est-à-dire que quand on se pose ces questions, alors notamment parce qu'on approche de l'échéance de la fin de bail, et on se pose aussi des questions de déménagement. Et là, on a essayé de lister quelques éléments qui peuvent être une raison, qui sont effectivement, d'une part, soit l'évolution des effectifs, donc actuels ou projetés, que ce soit pour un groupe qui soit en croissance ou au contraire décroissance ou avec une évolution de l'activité. Un deuxième sujet peut être également pour des raisons de technique du bâtiment, et en particulier sur des notions de consommation énergétique. On parle beaucoup du décret tertiaire, donc ça peut être des éléments qui peuvent être amenés à se poser la question. Et également, et comme on en a pas mal parlé lors du dernier webinaire sur l'évolution des modes de travail, qui fait qu'on n'a pas forcément besoin désormais des mêmes surfaces, ou en tout cas pas forcément aménagées de la même manière. Donc ça peut être aussi une raison d'envisager un déménagement. Évolution aussi qui est plus propre à l'entreprise, à son activité, évolution des besoins, ce qu'on a appelé techniques spécifiques. On donne effectivement moi j'ai donné l'exemple des data centers où dans certains groupes on avait des data centers au sein des bureaux, dans les bureaux pour des applications ou différents outils métiers qui sont maintenant sur le cloud ou ailleurs et qui ne nécessitent plus ces besoins. Également une évolution des attentes collaborateurs, que ce soit au niveau des services aux occupants, et ça on va pouvoir en reparler. Et puis également l'évolution des modes de transport. On est
plupart des entreprises recherchent à limiter leur empreinte carbone, et en particulier sur les notions de commuting, enfin donc de déplacement domicile-travail, et sur lequel effectivement l'évolution des modes de transport peut amener à se poser ces questions. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir sur des sujets peut-être spécifiques à ce qu'ils ont pu vivre. Oui, alors c'est vrai que nous, on est un peu atypique, et encore, même si des startups, il y en a de plus en plus, et des scale-up aussi, mais c'est vrai que le besoin, le premier, ça a été l'enjeu des effectifs, qu'on a énormément de mal à évaluer. La croissance, ça a été quelque chose qui nous a un peu surpris, et ça a été le vrai enjeu, et ça a été la raison principale pour laquelle on a été amené à déménager. C'est-à-dire que la question go no go ne s'est pas trop posée, c'était go, vous n'avez plus le choix. Donc le besoin effectivement là a été clair et nous a amené à effectivement déménager. Je me permettrai de compléter cela aussi sur la partie politique immobilière. Quand on est en multi-site, ça permet aussi d'avoir un alignement de tous les sites vis-à-vis de la stratégie d'entreprise. Je pense qu'on abordera ça un peu plus tard, mais l'immobilier reste quand même la vitrine de l'entreprise. Donc c'est toujours utile de faire ce bilan et d'agir. Donc là-dessus, alors après on rentrera. Alors déjà, moi je le redis, n'hésitez pas à distance à nous. Alors vous pouvez pas communiquer oralement, mais en tout cas sur le chat. Si vous avez des questions spécifiques sur les différents points qu'on évoque, ou d'ailleurs si vous voulez compléter certains éléments, n'hésitez pas pour effectivement que tout le monde puisse en profiter. Après ça, ce qu'on vous propose, c'est effectivement, en essayant d'être un peu didactique, c'est de vous redonner, quand on dit effectivement déménager, c'est un projet en tant que tel, plus ou moins gros en fonction de la taille du site déjà, enfin de la taille du nombre de collaborateurs, en fonction aussi de l'enjeu, en fonction qui peut être plus ou moins long s'il y a un besoin, comme d'ailleurs mentionné Julien, soit de regroupement d'entreprises, pas de différents sites, pardon, ou une délocalisation, en fait, un déplacement assez conséquent qui va nécessiter certaines étapes. Ce qu'on a à peu près schématisé là, c'est ce qu'on présente généralement comme un rétro-planning et qui finalement se décompose en 5 étapes majeures, 4 qui concernent en gros le futur site dans le cas d'un déménagement, et la dernière qui est uniquement dans le cas d'un déménagement réel et qui est la remise en état. Donc si je pars du début, la première étape, ça va être ce qu'on appelle généralement le cadrage et programmation. C'est en fait dedans, on va faire un peu le listing de tous les besoins, le listing également le listing, ou en tout cas identifier le nombre de collaborateurs concernés par ce déménagement, quels sont en fait tous les besoins spécifiques, et qui va permettre notamment d'atterrir sur, de savoir où est-ce qu'on vise un déménagement et quel gabarit globalement. Est-ce que je vais rechercher un 1000 m², un 5000, un 10 000 ou plus. Deuxième phase qui démarre après et pour lesquelles effectivement on a besoin des données de la première phase, c'est effectivement tout ce qui est recherche de sites. Donc il va être effectivement de rechercher tous les sites potentiels qui correspondent globalement plus ou moins à nos besoins, pour effectivement voir tout ce qu'il y a sur le marché, voir déjà s'il y en a qui correspondent aussi en termes de timing, pas que en gabarit, parce que ça fait également partie du cadrage, c'est de définir le planning là qu'on a sous les yeux. Et cette deuxième phase, elle aboutit sur le choix du site, et d'ailleurs sur le choix du déménagement ou pas. C'est à la fin de cette deuxième phase que cette décision est prise. La troisième, qui est en fait en engineering en interne, qui est de faire tout le projet d'aménagement. Donc ça, c'est un travail qui va se faire surtout en interne avec les équipes, éventuellement aidé par un conseil extérieur sur définir le macro-zoning, puis le micro-zoning, et qui va définir sur un cahier des charges de travaux, pour arriver justement à la quatrième phase, qui est là la phase de travaux, donc sur lequel on va avoir soit du cloisonnement, soit de la déco, enfin différents éléments qui permettront également dans ces travaux. Il y a toute la partie IT qui est souvent, qui est clairement à prendre en compte en termes de mise en place du réseau, de câblage, de systèmes de visio dans les espaces supports, enfin, différents éléments liés à l'IT. Cette quatrième phase se conclut par l'emménagement sur le site,
Et puis la dernière, c'est qu'une fois qu'on a effectivement les collaborateurs ne sont plus sur l'ancien site, c'est la phase qui peut durer plusieurs semaines, voire quelques mois, de remise en état du site que l'on quitte en fonction des conditions que l'on a dans notre bail, qui peut être effectivement, dans certains cas, ce serait effectivement une remise curage, vidage et curage du site, ou éventuellement dans d'autres cas, ce sera une négociation avec le bailleur moyennant un chèque sur lequel il n'y a pas de travaux, mais qu'il faut néanmoins prévoir dans le projet. Alors moi j'ai une petite question parce que par exemple quand on a déménagé, on n'avait pas encore cet enjeu de CSE dans notre entreprise parce qu'on était trop petits. Et par exemple je vois du coup les deux cases phase 2 et phase 3 du CSE. Est-ce que c'est un enjeu de consultation ou est-ce que c'est un accord qu'on va avoir besoin du CSE? Est-ce que c'est simplement de la consultation ou est-ce qu'il y a vraiment l'enjeu d'avoir leur accord, leur adhésion au nouveau projet, à la recherche de sites et à l'aménagement? Alors sur ma connaissance, sur un projet comme ça, et c'est pour ça que c'est matérialisé dessus, effectivement je l'ai pas mentionné, il y a 2 étapes dans le cadre d'un projet sur lesquelles le projet doit être présenté devant les instances de personnel, de représentatifs du personnel au sein de l'entreprise. L'une, c'est sur le choix d'un site futur. Et la deuxième, c'est sur justement le projet d'aménagement, d'autant plus si cet aménagement change les modes de travail déjà existants et donc sur lequel il y a une modification des modes de travail qui nécessite. Et dessus, suivant effectivement qu'on est en consultation ou en information, il peut y avoir effectivement une demande soit d'expertise ou un temps de latence de réponse pendant lequel les travaux ne peuvent pas démarrer, pour effectivement éviter des notions d'entrave et sur lequel effectivement sur un planning à condition qu'on ait démarré suffisamment en avance. Voilà, ma recommandation, c'est effectivement de prévoir dans le rétro-planning un temps correspondant à une éventuelle expertise qui ne sera peut-être pas demandée, mais dans le cas où elle intervienne, qu'on se retrouve pas avec le planning qui est décalé d'1 mois, 2 mois ou 3 mois et qui du coup après nous mettrait en contrainte vis-à-vis du site que l'on quitterait pour partir. Voilà, je vais me permettre de compléter également, tout à fait en accord avec ce que vous dites, et ça s'applique quelle que soit la taille du site. C'est-à-dire que moi, j'ai des sites de 3 personnes à plus de 500 personnes, et un déménagement de 3 personnes, qui pourrait paraître anecdotique ou simple à faire, déjà ce planning-là s'applique, il s'adapte, mais il s'applique, et ensuite vis-à-vis des IRP, même un passage en 100% télétravail, tu dois informer les IRP dans le cadre du projet, déjà du projet, pas venir avec une solution, mais du projet pour une qualité de consultation. Et ce planning, en effet, moi je l'applique également et j'ai une observation et je m'aperçois de plus en plus, c'est qu'en termes d'optimisation, les points 4 et 5, qui sont les travaux aménagement des locaux à venir et remise en état des anciens sites, en général, pour éviter les doubles loyers ou autres, en fonction toujours de la taille du site, on peut essayer de les matcher ou de les faire en parallèle selon la complexité. Ça peut être une source d'optimisation dans le planning, mais dans tous les cas, il y a bien les 5 points. Ça, je suis tout à fait en accord avec vous. Au même titre, je rebondis tout de suite, Julien, sur ton point, c'est que dans le cas en particulier d'un BFA, donc d'un immeuble qui est en voie d'achèvement, où on peut, avec le bailleur ou le promoteur, suivant si le bien a déjà été vendu, essayer de mixer en parallèle les travaux d'aménagement avec la finition des travaux techniques du bâtiment pour effectivement compresser cette durée, sachant qu'effectivement, et c'est ce que Julien, ce que tu mentionnes, dans le cadre d'un déménagement, après on va revenir, j'ai vu une question de Patrice là sur est-ce qu'on a besoin de déménager ou pas, mais pour optimiser les doubles loyers et éviter les doubles loyers, effectivement, plus on ajustera tous ces temps-là, moins l'impact économique sera fort. Donc effectivement, tout est une question d'optimisation, d'arriver à faire caler la fin d'un bail, généralement qu'on n'arrive pas, rarement, et en tout cas dans le contexte actuel, qui est rarement possible d'anticiper, ou d'avoir l'accord du bailleur de sortir en amont, et inversement aussi prolonger le bail de quelques mois, c'est quelque chose sur lequel à part dans certaines conditions, on peut se retrouver en majoration de loyer qui rajoute encore à ces surcoûts d'un déménagement. Puis-je me permettre de poser une question?
De par vos expériences, quelles sont dans ces 5 étapes les zones de faiblesse au-delà du risque du double loyer et de sa durée importante? Quelles sont les zones identifiées qui sont aujourd'hui faibles et pour lesquelles vous souhaiteriez effectivement améliorer en fait les process, soit en durée, en rapidité? Alors, dans un projet comme ça, et effectivement, pour moi, c'est d'autant plus marquant que le projet, enfin les effectifs concernés sont gros, qu'il va y avoir un changement enfin plus ou moins important par rapport à la situation actuelle. J'entends en termes de localisation, j'entends en termes de réduction de surface ou d'aménagement différents, en termes aussi internes de contraintes financières. Donc, arriver à trouver le juste équilibre entre les attentes collaborateurs d'un côté, les attentes financières, contraintes que peut avoir le groupe, les contraintes ou les situations d'adéquation de timing entre la disponibilité des biens qui sont sur le marché et suivant il y a des localisations où il y a effectivement beaucoup d'offres sur le marché, d'autres sur lesquelles c'est extrêmement tendu. Aujourd'hui, effectivement, chercher un immeuble, par exemple, dans le QCA à Paris, enfin en gros dans beaucoup de centres-villes, la plupart des centres-villes, c'est très compliqué parce que beaucoup d'entreprises font ce mouvement de se rapprocher des centres-villes pour des questions entre autres de mobilité, donc d'attractivité. Et donc dans ce cadre-là, des programmes, et je le vois pour avoir un parc national sur différentes villes, la situation est très différente suivant les villes. Et il y a certaines villes où il y a beaucoup d'offres et c'est plutôt pas forcément facile, mais en tout cas on peut avoir le choix. Il y a d'autres villes où il y a juste rien. Il y a pas de programme, où il n'y a pas de surface vacante. Et donc on se retrouve juste avec un programme où, et là on revient sur la question de ce que disait Patrice, qui effectivement ça peut être un élément de prise de décision de ne pas déménager, quitte à changer des choses et à réaménager les plateaux sur lesquels on est, éventuellement je parlais de décret tertiaire, d'obtenir des travaux par le bailleur anticipé en milieu occupé, alors avec toutes les contraintes que ça représente. Mais c'est clairement, en tout cas, l'option du stay, on parle de stay versus go, la version stay n'est clairement pas à écarter. C'est une option tout à fait possible. Je pourrais rajouter 2 petites choses qui me paraissent importantes aussi. C'est de correctement cadrer. Tu l'as un peu dit, Bruno, mais c'est vrai que si dès le démarrage, on ne cadre pas bien les besoins, on ne comprend pas bien les besoins, c'est vraiment un écueil qui peut nous amener dans un dérapage assez important de l'opération et du projet. Et deuxièmement, et je crois que c'est Yves qui en parle et je le rejoins, on pourrait peut-être rajouter une étape qui est la co-construction et l'accompagnement au changement. Parce que là, on est sur un planning très immobilier, mais pour autant, on a intégré les IRP, la consultation du CSE et peut-être pas oublier l'accompagnement au changement, la co-construction, les ateliers, l'identification d'ambassadeurs et autres, même de 3 à 500 personnes. C'est important d'accompagner et de donner du sens. Voilà. Là-dessus, tu as parfaitement raison, Karine. Ce qui t'es mis ici, alors je ne l'ai pas mentionné dans les 5 étapes, mais il y a finalement toute la partie conduite du changement et qui sera d'autant plus pertinente s'il y a dans le cadre de ce projet un vrai changement, quoi. Et ça rejoint tout à fait ce que c'est Yves, je crois qu'il disait ça, et ce que tu dis, Karine, sur le embarquer. Et ça, on va le voir justement dans la slide d'après, on va parler gouvernance. Ça fait partie dans la gouvernance d'aussi prévoir à certaines étapes et de certaines manières comment impliquer le maximum de personnes pour co-construire le projet. Je vais me permettre... On te laisse la place, Julien, pour la gouvernance, ou tu voulais rajouter un point avant? Juste par rapport aux bonnes pratiques, moi je sais que j'aurais une tendance à optimiser les points 4 et 5, si on peut, pour prendre plus de temps sur la partie 3, projet d'aménagement, et justement lancer cette partie accompagnement et ambassadeur. Parce qu'en fait, la phase d'analyse, c'est vous le lancez auprès des CSE qui valident ou pas, et après, il faut le vendre en interne. Et donc ça prend du temps parce qu'il peut y avoir un vrai gap, un vrai changement. Et quitte à prendre ce temps-là, économiser sur le temps d'après, c'est-à-dire que négocier pour pouvoir faire des travaux de sortie, voilà. Et le dernier critère pour moi qui est important dans mes projets, c'est la charge CAPA.
C'est-à-dire que j'ai pas une capacité illimitée en termes d'équipe. Et donc, en fonction de ma criticité de site, on en parlera après, mais il faut que j'affecte bien mes ressources, enfin mes équipes, pardon. Mais c'est une petite astuce que j'utilise de plus en plus. Donc, je propose, Julien, que tu gardes la parole et que tu nous parles gouvernance. Oui, merci. Alors, la gouvernance. Ce que vous voyez là, c'est la modélisation de ce qu'on a fait pour UpGardens et ce que je pratique aussi pour mes autres sites. D'accord? Donc, c'est pas une parole biblique, ça veut dire que ça peut être challengé, peut-être pas maintenant, et on peut échanger. Mais de manière générale, déjà, il faut bien arrêter votre rôle dans ce projet. Moi, mon job, à mon sens, c'est de synthétiser, valider que tout va bien dans les décisions, que c'est bien cohérent, que si on fait une réduction de coûts, on ne fait pas une augmentation de coûts inversement. On veille au respect de la vision de la hiérarchie et d'encadrement, on négocie et on décide. On n'est pas seul là-dessus, jamais. Nous, on est juste garant de ça. Faire le juste, c'est peut-être un peu trop. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille avec le comité de pilotage. Donc, il y a toujours un sponsor, niveau présidence, secrétaire général, DG, ça je vous laisse lire. Toujours les grands centres régaliens, la DAF, la DRH et la DSI qu'on connaît tous, auxquels nous, on rajoute systématiquement la direction métier, parce qu'ils ont une vision sur les effectifs à venir, soit en baisse, soit en flat, soit en hausse. La DQRSE qui est maintenant prépondérante et qui est la marque de mon schéma directeur 2024-2027, et les IRP avec les instances dont vous parliez il y a 5 minutes. Alors, excusez-moi. En parallèle, localement, il y a les référents métiers, ambassadeurs locaux. Donc ça, c'est l'équipe locale qui agit avec vous. Et les ambassadeurs qu'on a créés, nous, des ambassadeurs déménagement. Les ambassadeurs déménagement, c'est des personnes qui vont vraiment accompagner là-dessus. Avec ça, nous, on a dédié une personne de la DRH on change pour vraiment accompagner là-dessus. Excusez-moi pour le sujet du live. Pour le coup, on ne peut pas faire plus live. Excusez-moi. Ouais. Donc, si vous voulez, la démarche, elle est tant pour un projet que pour sur le long terme. Il y a une politique immobilière qui doit être lancée, qui peut se faire avec ces personnes-là. Et en fonction de l'importance du sujet et du projet, on peut faire appel à des partenaires comme un bureau d'études techniques, un aménageur et un AMO. Et bien sûr, faire appel à une construction après des promoteurs et des constructeurs. J'espère avoir été clair, que vous avez pu tout entendre. Si vous avez des questions. Non, mais comme ça, au moins, il n'y aura pas de doute sur la version live entre l'arrivée de Gaël et on est bien. Je sais pas si il y a des questions. Ce que je vous propose, c'est effectivement ce que le président Julien, c'est une gouvernance qui est effectivement qu'il a mis en place au sein de l'entreprise. Cette gouvernance, en fonction d'ailleurs de la taille du projet, peut être soit plus light, soit emménagée. Mais ce qu'effectivement, on y revient. Ce qui est important, c'est qu'il y ait les différentes interactions, que ce soit de direction, de représentation du personnel, et tout ça, le but, c'est qu'au final, comme dans tout accord, c'est que ce soit un win-win, et donc on atterrisse sur un déménagement ou pas, mais en tout cas que ça corresponde bien. Oui, alors là, on a un commentaire de Yves qui dit c'est très ambitieux pour réunir et prévenir tout ce monde. Il faut beaucoup de temps, ça risque de perturber le projet. Et c'est vrai que ça rejoint un peu moi ce que j'ai vécu sur ma dernière expérience où j'avais très peu de temps et un besoin urgent. J'ai essayé d'impliquer un maximum de parties prenantes, mais là, je rejoins sur ce que nous a présenté Julien. Par exemple, il a fallu vraiment que j'explique l'état du marché immobilier. 4% de taux de vacances dans le QCA. Donc non, ça va pas être possible qu'on négocie 28 mois de franchise et qu'on ait que 3 ans d'engagement. Et c'est vrai que là, notre rôle, c'est vraiment de vendre le projet en interne, mais aussi de dire ce qui est possible, ce qui est pas possible, de pas tout promettre pour que ça fonctionne. Et après, d'impliquer, selon le temps qu'on a, et les moyens qu'on a, d'impliquer un maximum de monde. De toute façon, plus on fédère, plus on a de chances de réussite aussi. Ça, je pense que c'est indiscutable. Enfin, il y a ça, et je rajouterai en complément d'utiliser les différents canaux de communication. On a effectivement, on a des gros projets en cours dans lesquels on a une équipe de gouvernance que l'on réunit toutes les 2 semaines, dans lequel il y a un représentant, et ça rejoint, je pense, Yves, ce que tu dis sur les 2 ou 3 leaders pour ce projet. On a un représentant pour chacune des 3 BL, donc chacune des lignes métiers étant sur le site.
Il y a ça, il y a également moi là justement, là, je sais qu'en interne, là, on a monté un interview avec la com qui va être diffusée sur l'intranet, dans lequel effectivement je réexplique d'ailleurs une partie de ce que je vous explique là, sur expliquer quelles sont les étapes d'un projet, le pourquoi, mais c'est effectivement la communication et tout, et là je rejoins complètement ce que disait Julien, tout ce qu'on fera au démarrage, au début, on aura bien calibré, bien communiqué, permettra un déroulé smooth, et inversement, si on communique pas assez, après on va se retrouver avec des irritants ou des choses compliquées à gérer après coup. Pour compléter, juste parce que je vois les remarques, ça va sur un projet long terme, comme vous dites, et il faut l'adapter en local. Mais il y a une personne, excusez-moi, qui dit c'est très ambitieux car pour prévenir tout le monde, il faut beaucoup de temps. Sauf que vous avez juste une contrainte, et on vient d'en parler, c'est le CSE. Donc, naturellement, l'IRP en fait partie, et c'est là où il y a un intérêt de l'inviter à chaque... Moi, je lance en parallèle des comités immobiliers une fois par an, où je lance tous les projets. Ça vaut pas une instance. Attention, pour reprendre la demande de la question de Gaël, ça vaut pas une instance. Vous êtes quand même obligé de passer en instance CSE. Mais si vous le mettez en amont, déjà, vous en faites un ami, vous pouvez échanger avec lui en direct, vous créez du lien, et vous voyez les signaux faibles. Et là, ça permet d'aborder tous les sites. Alors, moi, j'ai un parc immobilier de 11 sites, c'est gérable. Certes, un parc immobilier plus important comme ceux qu'ont mes collègues, notamment Bruno, à qui je pense qu'on a échangé là-dessus, c'est peut-être plus compliqué, voire même impossible. Mais ça peut être une approche intéressante et ça permet aussi de voir les signaux faibles et de sentir la tendance. Après, il y a une question de timing. Hein. Je veux dire, si c'est vraiment des élections prud'homales ou des élections en interne, faut bien réfléchir au temps aussi. D'autant que sur certains, dans notre cas, on a plusieurs systèmes CSE. Alors on a un peu moins maintenant, mais sur un même bâtiment, on peut se retrouver à avoir plusieurs instances. Donc, comme effectivement, il y a un an et demi, quand j'avais présenté les mesures EcoWatt au sein du groupe, sur un bâtiment, on avait 7 entités différentes. Donc, il a fallu présenter à 7 CSSCT les mesures. Bon, là, on va pas dériver. Je propose, c'est qu'on continue et justement qu'on revienne sur un des éléments qui est très important au démarrage et comprendre ce que je crois que c'était Karine qui disait ça, c'est la manière de calibrer les besoins au démarrage. Ce que je vous propose là, moi, c'est effectivement, en tout cas, l'approche que j'ai mis en place chez nous pour effectivement calibrer la taille du site futur. Alors certains appliquent d'autres, enfin certains critères. Moi, j'en suis revenu et qui me semblait assez didactique en interne pour expliquer le gabarit futur, qui était en fait de définir 5 paramètres. Et donc, la multiplication de ces 5 paramètres permettait d'obtenir la gabarit future à peu près en SUBL, donc on le sait tous, des bâtiments, des efficiences différentes, donc ça sera ajusté. Et c'est globalement en partant sur une base 100 pour 100 employés, et sachant que moi ce que j'avance, c'est de dire, moi je vais garantir un poste de travail pour tout collaborateur qui vient sur le site. Et donc je vais tenir compte du taux de présence. Donc globalement, ce que je fais, c'est que je pars d'une base 100. Je projette cette base 100. Alors, il se trouve qu'on est nous un groupe en croissance, mais on pourrait le faire à croissance nulle ou éventuellement même dégressive. J'ai pris une hypothèse de 2% de croissance d'effectifs par an pour un déménagement. Donc, je suis en 2024, un déménagement qui aurait lieu, par exemple, en 2026. Ce que je veux, c'est pouvoir rester au moins 6 ans, garantir de pouvoir rester 6 ans. Donc, je regarde les effectifs projetés, donc avec effectivement nos hypothèses, projetés à 2030, enfin 8 ans après, 2032. Donc j'applique ce taux. Là, j'ai fait valider. Alors c'est pas forcément celui-là qu'on a gardé, mais en tout cas, je fais valider ce taux par la direction. Ce qui m'amène à dire qu'en 2032, normalement, partant de 100, on va être 117. Que là-dessus, aujourd'hui, je constate un taux de présence maximum de 55% des collaborateurs sur site. Donc là, je me dis, ça va être un site peut-être mieux, donc je monte à 60%. Je veux dire, il y aura 60% max. Donc sur les 117, finalement, je n'aurai maximum 70 personnes sur site. Donc ça veut dire que je vais mettre 70 postes de travail. Je rajoute une petite marge de 10% parce que les 70, c'est à l'échelle d'un immeuble ou d'un plateau et qu'il vaut mieux avoir un peu de marge. Donc ça veut dire que je vais installer 77 postes de travail. Et après, par expérience de différents projets, pour un poste de travail,
il me faut globalement, nous on a à peu près 15 mètres carrés et demi de SUBL qui va me permettre de mettre autour des salles de réunion, des espaces supports, des cabines téléphoniques, des tisaneries, enfin différents équipements. Donc globalement, pour une base de 100 employés, moi je vise 1200 mètres carrés avec ces paramètres-là. Hier, c'est que c'est un modèle. Après, c'est à chacun de modifier ses paramètres en fonction. Mais au moins, je sais que je suis là-dessus. Donc, je sais pas, j'ai 300 employés, je vais chercher un 3600 mètres carrés. Donc, en gros, je vais chercher entre 3002 et 4000 mètres carrés. Et en fonction de l'efficience, en fonction de différents critères, je sais que je pourrais faire entrer mon programme dedans. Je sais pas s'il y en a qui veulent compléter ou avec d'autres moyens de calcul. Non, on a vraiment travaillé de la même façon en parlant de l'effectif et de la trajectoire RH projetée. Et puisqu'il ne faut pas oublier les projections, et là je rejoins tout à l'heure Julien qui intégrait les directions métiers, parce que c'est eux qui ont cette vision-là. Donc, une fois qu'on a la trajectoire RH, on peut de fait effectivement appliquer le taux de flex. Nous aussi, on est sur 15 mètres carrés par collaborateur. On a un taux de flex à 0,6. Voilà, on est vraiment sur la même approche que Bruno. Ça fonctionne. Ça fonctionne si, bien sûr, on aménage différemment les espaces de travail. On intègre des locaux aménagés différemment. Moins d'espace pour mieux d'espace. Donc, il faut que ça marche. Tout ça ne fonctionne qu'avec des nouveaux modes et des nouveaux espaces. Et est-ce qu'éventuellement, vous avez pris en compte le fait que la croissance, il n'y ait pas eu une bonne évaluation et qu'elle soit plus forte que prévu, et est-ce que vos espaces, du coup, sont flexibles pour pouvoir rajouter des postes si nécessaire? Alors, ouais, Karine, je te laisse répondre. Moi, dans le cas, ce que j'ai, alors déjà la manière dont on les aménage, donc on appelle ça chez nous l'environnement dynamique. Je pense que beaucoup appellent ça comme ça, qui par définition justement donne de la flexibilité en termes d'occupation. L'idée, c'est pas tant, on rajoutera a priori pas de poste de travail. En revanche, on dispose les équipes en territoire, donc elles sont par équipe. L'idée, c'est que les territoires, les frontières, on va dire, de territoire puissent à la fois bouger et éventuellement qu'il y ait des zones qui se recoupent. Sur les gros gabarits, l'idée, c'est de garder en interne une partie de corpo working, donc qui soit un peu un terrain d'atterrissage, soit de collaborateurs qui sont sur d'autres sites et qui temporairement viennent sur un site qui est pas le leur, ou qu'une équipe projet s'installe, parce qu'il y a effectivement au sein du groupe, on travaille beaucoup en mode projet, et donc qui dit projet dit variation dans le temps, des tailles d'équipe, et donc cet aménagement est flexible. Et après, moi, ma position, c'est de dire essayons de calibrer les immeubles en minimisant la croissance, ou en tout cas en prenant la croissance attendue minimum. Et puis le jour où ça rentre plus, on prendra des espaces de coworking ou à proximité, et on répondra justement à des projets avec ces solutions plutôt que de partir sur des surfaces trop grandes au départ. Et comme on le sait, voilà, ça évolue énormément. Ces modes de calcul est plus agressif qu'on le faisait avant, où je reprends mon calcul, là, j'aurais mis 117 voire 125 ou 130 postes de travail. Donc il y a effectivement du partage de bureaux, et après ça sera l'évolution sans parler, là c'est pas non plus tout à fait le thème, mais c'est sans rentrer après sur les conditions dans le bail, de pouvoir éventuellement d'avoir la possibilité en cours de bail de restituer une partie des surfaces. La question qu'on nous pose souvent, c'est effectivement la question que tu as posée, Laetitia, qu'est-ce qui se passe si on doit recruter d'un seul coup sur ce site-là? Ou alors, comment je fais quand toutes les équipes présentes sur ce site veulent se réunir et que tout le monde vient? Alors, dans les faits, on sait que ça arrive rarement, mais pour autant, il faut considérer la question parce qu'elle est pertinente. Et dans notre profil d'aménagement d'espace, on a pris les ratios donc, que Bruno a présentés, mais aussi il y a beaucoup d'espaces plus informels, des postes de travail, plus d'agréments. Et si jamais il y a une réunion de tout le monde sur site, mais ça peut arriver.
on rassure comme ça, et dans les faits, on le traite comme ça. Bon, au final, c'est rare, mais on a cette présence de postes de travail, plus d'agréments, mais qui permettent quand même de toujours trouver une place. On est tous équipés en mobilité, hein, je dirais maintenant. Voilà. Donc, oui. on a ce levier-là aussi. C'est un peu le poste de travail versus voilà. la position de travail. Et donc, au final, tu as des positions de travail dans plein d'espaces informels, mais ça reste une position disponible où on peut travailler. Et du coup, si tu vois que ta croissance dure et va plutôt se poursuivre, bon, bah, tu as le temps de réagir, comme disait Bruno, de regarder ton bail, de regarder où tu en es, de regarder s'il faut déménager. Mais en tout cas, personne n'est à la rue. Et s'il faut, on prend un espace à côté. Ouais. J'ai envie de compléter cela en rajoutant aussi, j'ai une remarque de Benoît Etav qui parle des besoins des métiers au cœur d'une société sont différents. Le télétravail pour une certaine population de 2 à 3 jours n'est pas forcément la même pour les autres. Alors, je pense, moi je traduis comme ça, c'est-à-dire que les métiers qui sont plus sédentaires que nomades ont besoin de postes fixes et autres. Nous, on considère par exemple chez Up qu'on a des territoires d'équipe en fonction d'un métier, mais il est ouvert aux autres. Donc, il y a des moments où, là où il y a plus de monde en comptabilité, va dans les services commerciaux, c'est pas gênant. Ce n'est pas attribué, il faut l'accepter. C'est un changement fort, mais il faut l'accepter. Ensuite, il faut faire d'un cas exceptionnel, une fois par an, la grande messe où il y a tout le monde, d'un problème de tous les jours. Tout le monde comprendra et tout le monde acceptera, je pense. Et dernier point, et c'est là-dessus, quelqu'un a parlé d'agrément. Moi, je suis entièrement d'accord parce qu'en fait, il y a le poste de travail, la posture de travail, et dans les agréments, par exemple, c'est le nombre de casiers. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous faut essayer de trouver une solution pour qu'il y ait assez de casiers pour pouvoir justement absorber le fait que tout le monde vienne. C'est un coût, certes, mais c'est un bon investissement pour encourager au retour sur site. Je divague un peu, mais c'est un ensemble de sujets qui font que l'évaluation gabaricide de Bruno tient, à mon sens, tout à fait la route au vu de ce qu'il a expliqué. Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut effectivement tenir compte des métiers et tout le monde ne fait pas du télétravail et je pense que c'est ce que dit Benoît dans son commentaire. Il a parfaitement raison. Certaines entreprises pourront, alors du coup, c'est pour ça qu'on entend aussi des taux de partage à 0,4 ou dans certaines boîtes de consulting où effectivement les collaborateurs sont plutôt chez les clients que leur propre site. Et ça, il faut en tenir compte. Et c'est pour moi dans nos calculs de taux de partage, taux de présence. Pour moi, le taux de présence relate un peu ça, puisqu'évidemment, ça tient compte de pourcentage de ceux qui sont là et pas là. Et du coup, il faut bien prendre ces points en compte. Je propose qu'on passe à la suite, parce que je vois l'heure qui tourne. Peut-être en une phrase, pour répondre aussi à Benoît, nous avons travaillé à l'identification de 4 profils, mais ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 5, 4 profils qui, en fonction de leur mission, comme le dit Benoît, ça va dépendre de leur mission et de la population auquel ils appartiennent, leur organisation, leur nombre de jours de télétravail, leur présence, leur non-présence, nomade, pas nomade, interaction, pas interaction. Et donc, on a identifié comme ça, nous, ces 4, mais il peut y en avoir d'autres ou moins, des profils, ce qui fait que le ratio de 0,6 est une moyenne, mais que sur certains profils, on va être un ratio à 0,8 et sur d'autres, un ratio à 0,4 ou 0,5. Voilà, c'est juste pour compléter. Merci Karine. Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on enchaîne sur après, quand on a fait tout ça, où il faut effectivement, dans la phase 2, comme on l'a dit, on va chercher des sites, il va falloir faire un choix entre, effectivement, je reviens entre soit le rester sur place, soit déménager, et si on déménage, pouvoir aussi, on va dire, hiérarchiser les différentes solutions. Et pour ça, on vous propose, on a essayé de le caractériser en 5 catégories qui vont être des éléments de choix du site sur lesquels d'ailleurs chaque entreprise en fonction de son projet mettra une pondération plus ou moins forte sur certains critères en fonction de ses enjeux, de ce qu'elle recherche, qui sont effectivement la localisation. Deuxième, c'est tout ce qui est lié à la RSE, l'empreinte carbone. Troisième, c'est les services qu'on aura dans l'immeuble ou à proximité. La quatrième, c'est effectivement l'efficience du bâtiment et la flexibilité d'aménagement qui rejoint effectivement la flexibilité d'évolution dans le temps. Est-ce que d'un bâtiment on tire le meilleur profit et est-ce qu'on pourra le faire évoluer dans le temps? Et puis le dernier, c'est les conditions financières. Quand on dit conditions financières, il y a bien évidemment c'est le loyer facial, mais qui est souvent lié à la localisation.
mais dans lequel on va retrouver, que ce soit des mesures d'accompagnement, que ce soit les différentes conditions qu'un bailleur pourra accorder, qui ne seront pas les mêmes d'un bailleur à l'autre pour différentes raisons. Là-dessus, après, propos, c'est peut-être on peut effectivement nous donner des exemples sur chacun, mais si j'en prends un au hasard, par exemple pour c'est du service, les questions qui vont se poser, c'est est-ce qu'on propose de la restauration ou pas. Ça, pour moi, ça va dépendre déjà du quartier dans lequel l'immeuble est. Si on a tout un tas de services de restauration à proximité, la présence d'un RIE ou de restauration par frigo connecté ou autre ne sera peut-être pas pertinente. Donc effectivement, on aura peut-être intérêt à ne rien mettre en interne et garder des surfaces pour d'autres occupations, ou inversement, si vous avez un immeuble qui est un peu loin de tout service de restauration, il faudra en tout cas prévoir quelque chose. En ce qui nous concerne, excuse-moi Julien. Sur la restauration, par exemple, c'est vrai qu'on avait des tickets resto là où on était avant, on n'avait pas de restauration. Il s'est posé la question, ça aurait été compliqué, mais est-ce qu'on cherche un site avec une cantine? Si on trouve un site qui n'a pas de cantine, on prend une cantine externe dans un bâtiment à côté. Mais c'est vrai que l'offre est tellement importante dans le quartier que dès qu'on a émis l'idée et que ça enlèverait des tickets resto, par exemple, c'était inenvisageable auprès des collaborateurs. Ce n'était pas possible. Ils préfèrent pouvoir disposer de tickets restaurants, de pas avoir d'offre de restauration. Et même si on expliquait que le ratio, ce serait que 2 jours où il y aurait pas, par exemple, de tickets resto, ce qui est lié au nombre de jours de télétravail, c'était inenvisageable. La population, c'est vrai, est très jeune, mais alors l'image de la restauration était, ça leur a fait peur, quoi. C'était surtout pas de cantine, des micro-ondes, des frigos, ça suffit. Après, c'est vrai que le quartier est dynamique et je pense que c'est ça aussi qui joue un rôle. S'il n'y avait rien autour, peut-être que ça aurait été une autre histoire. Alors, moi, je vais me permettre d'être en accord avec toi avec juste un changement de wording. Il faut plutôt utiliser les chèques déjeuner. J'encourage tout le monde. Voilà, il y a un message subliminal. Mais à chaque fois, on me fait le coup. Mais il n'y a pas de sujet. Non, mais par contre, pour sourire et pour prendre dessus, moi, je suis entièrement d'accord. Sur les services, il y a aussi une autre approche que je commence à avoir, qui est tout simplement la partie co-working ou coworking. Prendre un bail, c'est bien, mais donc on peut avoir des services à côté. Mais l'avantage du co-working ou du coworking, c'est que je m'aperçois de ça, c'est qu'il y a des animations collectives qui peuvent se créer, des synergies avec d'autres sociétés, des sociétés qui peuvent être clientes, mais surtout des animations collectives qui font que je suis de ceux qui pensent que le retour sur site fait que tu viens sur site aussi pour comment est vécu le bâtiment. Donc, avoir quelque part un service un peu intégré d'animation, c'est ton coût global qui change. Et donc, ça, c'est pas mal. Si on parle de coût global, clairement, et conditions financières, c'est négocier à la baisse un loyer avec un loyer et le prix du parking, mais compenser ça avec des services à la demande. Et donc, ça, c'est aussi de toute façon, tout est lié là-dedans. Mais dans les services, j'y crois fortement, oui. Sur cette partie un peu plus collective et mélange des entreprises. Je vais répondre à 2 questions. L'une d'Yves, effectivement, l'ordre. Alors tout à l'heure, je parlais de pondération, donc c'est effectivement ce qu'on peut, c'est effectivement comme dans un process achat, c'est définir en pourcentage une répartition une pondération finalement des différents critères. Et donc la localisation, dans certains, ça peut être aussi d'ailleurs, et ça dépend d'ailleurs de la première phase d'expression de besoin. Ça va être peut-être une condition sine qua non, c'est il faut qu'on soit là et pas ailleurs, et éventuellement dans un rayon de 500 mètres ou autre, donc qui va rendre peut-être la recherche plus compliquée, mais ça c'est justement à chacun en fonction de son métier, des attentes et des besoins, au travers de ces critères, attribuant plus ou moins de points à l'un ou à l'autre. Ouais, la localisation, par exemple, pour nous, on a des métiers de commerciaux terrain. La priorité, c'est zones industrielles, zones artisanales à côté de routes. Par contre, d'autres métiers où c'est sédentaire, là, c'est plutôt transport en commun. Donc, on est plutôt en mode centre-ville. Et ça, c'est un point qui peut être distinctif par métier. Par contre, les critères les 4 autres critères, clairement, soit ça concerne tout le monde, RSE, carbone service, soit ça concerne que nos directions. L'efficience du bâtiment, je veux dire, c'est notre sujet à nous. Hein. Et les conditions financières, c'est notre sujet budget. Après, alors là-dessus, moi, je relativise un petit peu parce que et je pense que c'est de plus en plus où il y a les collaborateurs sont de plus en plus sensibles à la sobriété énergétique. Hein. On discutait la semaine dernière
le salon Workplace, dans le choix du bâtiment, savoir que c'est un bâtiment qui vert entre guillemets parce que il est RE 2020, enfin un peu les derniers labels, et là où des panneaux photovoltaïques en toiture ou différents éléments qui consomme moins qu'un bâtiment qui est juste à côté, ça peut être perçu effectivement comme à la fois une fierté et puis une cohérence au sein du groupe. Et donc pour moi, ça rentre en ligne de compte. Donc ça, c'est d'un point de vue justement fierté de faire partie d'une entreprise qui est dans un immeuble un peu dernier cri dans ce domaine. L'autre, ça peut être vu aussi différemment et qui aussi justement peut stimuler un déménagement. Et là, ce sera plus effectivement côté direction financière. C'est compte tenu justement des décrets tertiaires et des engagements et des obligations en termes de réduction des consommations. Le propriétaire, par le décret tertiaire, est tenu avec le propriétaire de contribuer au coût de rénovation. Donc, une des raisons, c'est de se dire, surtout, je m'en vais, je laisse ça à d'autres et je me positionne sur un bâtiment qui a déjà été rénové, alors qui est généralement plus cher, mais au moins c'est fait, parce que également être sur un bâtiment en cours de rénovation, ça peut être très compliqué. Alors, si je veux me permettre, ça rentre pour aller au bout du bout, je rajouterai conditions financières et juridiques alors. Parce que dans tes conditions juridiques, tu verras qui prend en charge la mise en norme et la mise en label. Tout à fait. Voilà, donc ça fait partie des impacts indirects. Après, sur la partie RSE carbone, je suis totalement d'accord parce qu'en fait, ça se vend et c'est comme je disais, l'immeuble, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est ce que voit la personne quand elle arrive. Et honnêtement, il y a la partie design, visuel, ce que vous voulez, mais si vous êtes dans une entreprise qui vend du verre, la green value, là, elle disparaît, quoi. Elle disparaît complètement. Donc, faut être aligné. Oui. Après, l'efficience du bâtiment et flexibilité d'aménagement, ça, c'est des points. Pardon, j'ai coupé la parole. Je t'en prie, mais c'est vrai qu'on fait tous des bilans carbone de toute façon, ou maintenant on fait des reportings aux actionnaires. Donc en fait, ces enjeux du bâtiment et de ce que va produire ou coûter le bâtiment sont essentiels et on doit y faire attention, surtout quand on a la chance justement de pouvoir en amont se dire si on déménage, dans ce cas-là, que ce soit l'un des critères primordiaux, effectivement. Benoît, je suis tout à fait d'accord avec Benoît là sur le déménagement qui a un coût social. Hein. Qu'on se comprenne bien, c'est qu'on n'est pas en train de vendre le déménagement plutôt que rester. C'est effectivement avec l'analyse, ce qu'on disait au début, avec l'analyse des différents paramètres et des différents besoins, effectivement, généralement à l'arrivée à échéance d'un bail. Généralement déjà quand on arrive à l'échéance d'un bail, c'est en général on est au moins 9 ans. Donc c'est-à-dire qu'on déménage pas tous les 4 matins non plus. Mais c'est effectivement en pesant. Et là, ce qu'on vous propose, c'est effectivement différents éléments pour essayer de rendre un petit peu cartésienne cette réflexion et pondérer les différents éléments. Et le coût social, enfin comme l'impact social, c'est effectivement un élément clairement va être à prendre en compte. Et ça, par exemple, si je prends juste sur le côté localisation, entre un immeuble aujourd'hui qui est bien situé et demain, je vise un immeuble qui est beaucoup plus loin, même s'il est mieux, socialement, ça va être très compliqué. Et ça rejoint, je crois que quelqu'un avait fait le commentaire, peut-être Patrice, et surtout s'il y a le moindre déplacement géographique, il est recommandé de faire une étude de mobilité sur lesquelles, en fait, comment ça se fait, c'est-à-dire qu'on récupère le fichier du domicile de tous les salariés de manière anonyme et sur lesquels on va faire des comparaisons de temps de transport par rapport au site actuel et l'adresse du site futur pour voir effectivement quel est le pourcentage de ceux qui vont être impactés positivement, ceux qui vont être négativement, c'est surtout ceux-là qu'il faudra regarder, voire d'aller plus loin si on met dedans des critères par tranche d'âge, par catégorie professionnelle, éventuellement par ceux qui ont des enfants, pas d'enfants, enfin un certain nombre de critères pour essayer de bien comprendre qui va être impacté si jamais on déménage et du coup déjà ça rentre en compte dans le coût d'un déménagement ou pas et s'il y a déménagement ça permettra d'aller cibler plus facilement des mesures d'accompagnement sur les catégories qui sont d'après les calculs les plus impactées. Et ça permet de rationaliser une fois de plus que quand on dit ça, de toute façon, donc vous entendrez, surtout si on envisage de bouger, vous entendrez que des personnes vous dire, non, pas possible, personne ne le veut. Et donc voilà, pour rationaliser tout ça, une étude, même si généralement, on risque de vous dire que c'est du n'importe quoi, que c'est pas calculé, mais c'est fait. Maintenant, il y a des moteurs de recherche hyper puissants qui maîtrisent ça et qui permettent effectivement d'avoir une vision très pragmatique de la chose.
généralement aussi, quand on a justement de la data comme ça, qu'on a des infos claires, de dire, il y a seulement, c'est jamais seulement, même un collaborateur impacté par un changement, c'est trop, mais il y a 1% qui sont impactés et on va proposer des mesures d'accompagnement, ce sera toujours mieux perçu que de dire on a choisi ça, mais vous verrez, ça va aller forcément quand on a de la data, qu'on a pris ce temps ou cet engagement financier de faire cette étude d'impact. Moi, je l'ai faite. Alors, on n'était pas beaucoup, je l'ai faite moi-même, donc c'était très compliqué, mais on l'a faite sur 3 jours et on a pris le temps d'évaluer et on a tout de suite proposé des mesures d'accompagnement aux personnes qui venaient d'acheter un logement sur la ligne de train parce qu'elle arrivait à la gare juste à côté du 14e. Et ça, je pense que c'est effectivement, ça à prendre en compte dans le coût du déménagement. Le coût social, c'est aussi un coût, mais il ne faut pas que l'entreprise ait peur, effectivement, d'accompagner les collaborateurs, ni qu'elle soit dans l'inaction, du coup, de pas déménager parce que ça va impacter des collaborateurs. Il faut aussi prendre des décisions. L'essentiel, c'est de les accompagner. Ce que je vous propose pour essayer de faire un peu timekeeper en même temps, je vais laisser la parole à Karine qui va nous donner de manière assez succincte, mais la vision qui est intéressante parce que là, pour la plupart d'entre nous, on est plutôt sur des entreprises qui sommes locataires de nos sites, ce qui n'est pas le cas de Karine et qui est intéressant de nous donner la vision en fait propriétaire dans ces réflexions. Oui, je vais essayer d'être rapide pour laisser le temps de quelques questions. Lorsqu'on est propriétaire, effectivement, on peut avoir une vision différente de savoir si je quitte ou je rénove mon bâtiment en propriété. Est-ce que je le conserve, je le rénove, est-ce que je l'adapte ou est-ce que je le vends? On part de quelques principes. On peut déjà regarder quelle est la valeur du bien sur le marché. Souvent, on le connaît si on fait réaliser un avis de valeur ou une expertise, voir combien il vaut, parce que ça va être déterminant pour voir combien de CAPEX je vais avoir besoin pour l'adapter à mes besoins, le rénover. Je parle des aménagements des espaces de travail, de répondre à mes nouveaux besoins en termes d'effectifs, de capacitaires, de croissance ou de décroissance, mais aussi du volet décret tertiaire à traiter lorsqu'on est propriétaire, des travaux liés au décret tertiaire. Donc, la valeur du bien, c'est important de la connaître. La valeur de l'actif dans les comptes, c'est-à-dire la valeur nette comptable, elle est importante aussi parce que ça peut être un intrant qui est important dans la prise de décision. Et puis, on compare tout ça avec les CAPEX que l'on doit investir. Si l'investissement est beaucoup trop fort, voire supérieur à la valeur du bien, il faut se poser une vraie question de dire est-ce que je vais conserver ma liquidité? Est-ce que mon bien va toujours être pérenne? Quelle est ma politique patrimoniale? Il va falloir toujours se poser ces questions. Si jamais le montant des CAPEX, le montant des investissements reste mesuré par rapport à la valeur et que il va encore plus prendre de la valeur parce qu'on aura fait ces travaux, c'est quelque chose qu'il faut modéliser et qui peut me permettre de décider de rester dans mon bien. Bien sûr, il faut pouvoir financer ces CAPEX, donc c'est un exercice aussi à investiguer. Et puis, si on décide, si on décide de le vendre, on a cet apport de cash et de voir comment on traite ça pour un déménagement, pour réinvestir dans le cœur de métier, dans l'activité. Donc voilà, écoutez, c'était très rapide, peut-être pas très constructif, mais j'ai essayé un petit peu de donner l'autre angle de vue lorsque l'on est propriétaire d'un bâtiment, qu'on se pose des questions parce qu'on doit changer, déménager, rénover. Pour terminer, dans notre cas, souvent, lorsqu'on sent que la valeur et que la liquidité du bien est assurée et que le montant des CAPEX est mesuré par rapport à sa valeur, on peut décider de faire les travaux. Et comme on optimise nos surfaces, derrière, on loue à tiers, c'est-à-dire qu'on propose nos surfaces libérées sur le marché, ce qui fait que l'investissement est souvent récupéré, donc c'est l'histoire de la modélisation financière, par les revenus locatifs que l'on va tirer en complément de l'optimisation de nos surfaces. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, j'ai essayé de faire très vite. S'il y a des questions, bien sûr. Merci Karine, effectivement, pour cette vision qui complète tout ce qu'on a pu dire avant.
Je vois qu'il n'y a pas de questions complémentaires en plus de tout ce qui a été dit. Ça prouve qu'on a été soit exhaustif, on a peut-être donné trop d'informations. Bon, en tout cas, ce qu'on a essayé, c'est effectivement de donner un petit peu de méthodologie, un peu de retour d'expérience chacun avec ce qu'on a pu vivre jusque-là, ce qu'on vit plus ou moins au quotidien. Après, à chacun d'en prendre un peu ce qui l'intéresse dedans. N'hésitez pas non plus à nous contacter ou à revenir si vous avez besoin de conseils. On pourra peut-être compléter ou clarifier si certains points ont été évoqués trop rapidement. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez, Laetitia, Julien, un mot de clôture. Moi, j'en ai un. Laetitia, on est Rodan. Karine. Bah non, merci à tous. C'était très intéressant. Mais je crois que j'ai plein de questions pour Karine, mais je vais te les envoyer par mail du coup parce que ta dernière slide était super et très intéressante. Mais sinon, oui, merci à tous. Moi, j'ai quelques questions pour Karine. Donc, parce que pour le coup, c'est un vrai sujet. Et moi, j'ai envie de dire juste que l'immobilier, ce sujet de déménagement, en fait, c'est à la fois, c'est d'accepter sa culture, donc son passé, de faire vivre le présent, ce dont on a besoin, nous, en tant que directeur immobilier, pour répondre à la direction, et avoir l'espace qui permet de se projeter également avec les équipes dans l'avenir. Et c'est pour ça que ce sujet et cette question est si importante. Bon. Eh ben, je vous remercie tous. On se retrouve, si je ne me trompe pas, le 17 septembre pour notre prochain webinaire. D'ici là, on se croisera peut-être dans d'autres conférences ou lors de visites salons. Je crois pas qu'il y en ait d'ici là, mais en tout cas, on vous remercie tous et on vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Merci, au revoir.